Le 24 mai 2005, en début d'après-midi, pompiers et gendarmes investissent cette maison accolée à un terrain viticole dans le petit village de Boutier-Saint-Trojan, tout près de Cognac. L'alerte a été donnée par un membre de la famille, inquiet du silence persistant des deux occupants, ainsi que d'une forte odeur de gaz. À l'intérieur, sur le lit de la chambre du rez-de-chaussée, les gendarmes découvrent les corps sans vie de Claudette Descombes et de son compagnon et propriétaire des lieux, Jacques Joubert-Rip. Ils ont été tués par balle. À côté du lit repose une carabine 22 long rifle munie d'un silencieux. Dans la cuisine, le tuyau d'arrivée de gaz a été sectionné et 2 bougies sont consumées sur une commode de la chambre. Les soupçons se portent sur Kevin Boutineau, le fils d'une des 2 victimes, Madame Descombes. Il avoue le crime, puis se rétracte. Le 7 juillet, le jeune homme est mis en examen pour le double assassinat. Il est incarcéré à la maison d'arrêt d'Angoulême. L'accusation reproche à mon client d'avoir tué sa mère, c'est quand même pas rien, et d'avoir tué le compagnon de celle-ci. C'est donc un double homicide. La cour d'assises va avoir à se pencher sur les faits, sur le personnage, et à décider, effectivement, s'il est l'auteur de ce double meurtre, s'il est l'auteur du meurtre de sa mère. Depuis qu'elle est plus là, je suis très malade, hein. Ça fait 2 ans, là. J'ai pris 30 kilos, hein. Quand même 30 kilos. Hein. Je fais tout pour maigrir, hein. Je fais des régimes, je fais tout. Hein. Mais c'est dans la tête, hein, tant que c'est pas fini l'histoire et tout. Même ça va marquer parce que j'étais voir un psy et tout. Mais même avec le psy, ça va pas. Comme j'ai dit, c'est pas aller voir un psy que ça va faire revenir mes beaux-parents. C'est pas un psy qui va faire revenir mon mari qui est en prison et qui est innocent. La grande difficulté de ce dossier, c'est effectivement d'avoir un ou des mobiles qui puissent présenter un certain intérêt, une certaine crédibilité. Or, sur ce plan, puisqu'on est dans le domaine aujourd'hui de la dénégation totale de Kevin, il est bien évident qu'il donne aujourd'hui encore moins de mobiles qu'il a pu en donner lors de ses aveux. Et lors de ses aveux, il n'y avait pas d'explication à son geste. Le procès de Kevin Boutineau s'ouvre le 4 juillet 2007 devant la cour d'assises de la Charente à Angoulême. L'audience est prévue sur 3 jours. Claudette Descombes et Jacques Joubert-Rip formaient un couple recomposé. D'une première union, Claudette avait 5 enfants, dont l'accusé, Kevin. Jacques, lui, avait 3 enfants, 2 filles et un fils, Didier. Tous se sont portés partie civile et tous, pour différentes raisons, attendent le procès avec autant d'impatience que d'angoisse. La compagne de l'accusé, Dominique Brémaud, est et restera isolée tout au long de l'audience. Elle est la seule de ses proches à être totalement persuadée de l'innocence de Kevin. Avant l'ouverture de l'audience, chacun prend place dans la salle. Sur le côté gauche, Didier Joubert-Rip, le fils de Jacques. Côté opposé, Dominique Brémaud. Derrière elle, le clan Boutineau, enfants, oncles et tantes, plus soudés que jamais dans le malheur commun. Bruno Boutineau est l'aîné. Il a 17 ans de plus que son frère Kevin. Béatrice est la seule fille des enfants Boutineau. Elle est aujourd'hui l'âme de la famille. Les Boutineau sont représentés par maître Christian Geoffroy. Maître Alain Syria assiste Didier Joubert-Rip. La défense de l'accusé est assurée par un avocat pénaliste chevronné, maître Jean Moulineau. L'accusation sera soutenue par un membre du parquet, Jean-Pierre Beau, un ancien avocat devenu magistrat. Les débats seront dirigés par Jean-Alain Nolan, président de la cour d'assises de la Charente.
Kevin Boutineau a aujourd'hui 26 ans. Il est détenu depuis 2 ans. Poursuivi pour un double assassinat, aggravé par le fait que l'une de ses victimes était sa propre mère, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. En cette première matinée d'audience, la cour et le jury vont entendre sa version des faits. En mai 2005, Kevin Boutineau et Dominique vivent dans un appartement de Ponce, une petite ville située au sud-ouest de Cognac. Ils ont une fille âgée de 5 mois, Léa. Le mardi 24, ils sont sans nouvelles de la mère de Kevin, Claudette Descombes, et de son compagnon, censé pourtant être rentrés d'un week-end passé à bord de leur camping-car. Pas de coup de téléphone le soir, pas de coup de téléphone le matin si on n'avait pas de crédit. On n'avait pas de coup de téléphone. Bon, alors comme je dis à Kevin, on pouvait les avoir entre midi et 2. Comme Jacques dormait entre midi et 2, on pouvait les avoir. Alors on y va et tout entre midi et 2. Le couple part en direction de Boutier-Saint-Trojan. La veille, ils ont déjà fait le même trajet. Mais face au portail fermé et au silence de la maisonnée, ils ont fait demi-tour sans insister. Ils parviennent à Boutier-Saint-Trojan un peu avant 14 h. On a klaxonné devant le portail. On fait comme d'habitude. Quand on arrive, on fait tout parce qu'il n'y a pas de sonnette. On klaxonne avec la voiture. Et puis Achille a gueulé. On se demandait qu'est-ce qui se passait. Kevin décide alors de joindre au téléphone son frère Bruno, chauffeur routier, qui se trouve dans la région toulousaine. Il m'appelle sur mon portable, comme quoi il y a des problèmes. Il passe devant le domicile, ça répond pas. Il me dit, j'ai tapé dans les contrevents, tout ça, j'ai fait du bruit. Il y a le chien, tout ça. Kevin appelle Bruno et tout, il a donné l'ordre d'ouvrir le portail. Avant, Bruno a dit, Kevin, je te donne l'ordre d'ouvrir le portail. Je lui ai dit de rentrer. Je lui ai dit, bon, va voir, rentre. Il y avait les clés à l'intérieur de la maison au niveau de la cuisine, on le voyait. Parce qu'il avait vu le portail, c'est là qu'on avait tout vu. Les lunettes de ma belle-mère étaient retournées comme quelqu'un, il allait se coucher. Elle avait la casquette, il y avait une casquette et le sac de Jacques sur la table. On a dit, ils sont là. Là, je dis, ouais, il y a un problème. Bah, après, on discute. Il me met la panique. Je commence à paniquer. Parce qu'il me fait monter la pression, quoi. J'écoute, casse un carreau, quoi. Et là, il casse le carreau parce que j'entends les bris de glace. Et ça, les bris de glace, on ne peut pas les... J'entends. Et là, il a le mouvement de recul, quoi. Là, c'est grossir que... le gaz... Moi, j'étais sur la route au niveau du portail, ça sentait jusqu'au portail. Et encore, ça sentait encore plus loin, parce que nous, on était jusqu'à la voiture, ça sentait vraiment très très loin. La maison, c'était une bombe. J'ai donc été alerté par les services de police et des pompiers, me demandant de me rendre sur les lieux. Le commandant de gendarmerie et des pompiers ont sollicité mon adjoint, qui est docteur, pour qu'il aille constater le décès, ce qu'il est allé faire. Les gendarmes viennent en effet de découvrir les 2 victimes. Chacun a reçu 3 balles de 22 longs rifles. Il m'a simplement indiqué que, elle était sur le lit, allongée, morte, et lui était tombé par rapport au lit, avait dû vraisemblablement être tué après, et avait bougé, et que vraisemblablement, même d'après lui, mais là après c'est le constat du médecin légiste qui affinera, mais d'après lui, il était peut-être même pas mort sur le coup. L'enquête commence aussitôt. La maison ne présente aucun désordre. Le fusil appartient à Jacques Joubert-Rip. L'autopsie prouve que Claudette Descombes est morte avant son compagnon. La première hypothèse des gendarmes est donc celle d'un meurtre, suivi d'un suicide. Ça pouvait effectivement faire penser à un suicide. Le gaz ouvert, il y avait une espèce de mise en scène qui pouvait prêter à ce type d'interprétation. Là, après, on apprend que c'est par balle, donc la thèse de Jacques pète un plomb, quoi, il pète une durite, il flingue ma mère, il se suicide. Donc ça, c'est la première thèse. Mais cette hypothèse ne tenait absolument pas, puisque même moi, qui étais un proche des 2 victimes, je savais parfaitement que les deux victimes, M. Joubert-Rip et Mme Descombes, s'entendaient fort bien, et qu'il n'y avait, à l'exception de la présence de Kevin, aucun nuage entre eux. Les gendarmes examinent alors une 2e piste,
celle du fils de Jacques Joubert-Rip, Didier. Il y a une quinzaine d'années, les deux hommes ont produit ensemble du cognac sur les 7 hectares de vignes familiales. Mais les relations se sont vite détériorées. Les relations entre Jacques Joubert-Rip et son fils étaient des relations qui confinaient presque à la haine. Enfin, il y avait chez eux des sentiments très forts de désamour, quoi, pour pas dire plus. Ouais. Je pense que s'ils pouvaient se faire du mal l'un et l'autre, c'était ce qu'ils recherchaient, quoi. J'ai été témoin d'un certain nombre de scènes et situations où le fils venait dénoncer le père et le père venait dénoncer le fils, quoi. Enfin, le père était désireux de déshériter le fils et il a tout fait de son vivant pour que le fils perde tout. Didier Joubert-Rip souhaite que la culpabilité de celui qui a commis les faits, quel qu'il soit clairement établie pour que plus jamais il y ait le moindre soupçon qu'on puisse dire « Ah, c'est peut-être Didier Joubert-Rip ». Ça, c'est une évidence. Et ça, il souhaite vraiment en terminer avec cela. Didier Joubert-Rip présente un alibi. Il est donc innocenté. Les enquêteurs se penchent alors sur une troisième piste, celle de Kevin Boutineau. Ils savent que le jeune homme vit au crochet de sa mère. Ils savent aussi que le crime ne peut être l'œuvre que d'un familier qui connaissait l'existence et l'emplacement du fusil rangé dans un placard. Et certains propos, certaines attitudes du jeune homme juste après le drame posent question. Le médecin a annoncé au fils de la victime que sa maman était décédée, qu'il avait constaté le décès, que Jacques Joubert-Rip l'était également. Et là, ce jeune homme est rentré dans une colère, utilisant des mots très insultants à l'égard du docteur, le menaçant physiquement, lui disant que c'était un bon à rien, qu'il n'avait pas besoin qu'on lui apprenne ça, qu'il savait que sa mère était morte, se mettant dans une furie, une colère. Nous nous sommes repliés gentiment, considérant que là, selon l'expression du médecin, il n'avait pas forcément besoin d'un soutien psychologique. Un deuxième témoignage intrigue les gendarmes. Il émane du propriétaire du petit appartement qu'occupaient Kevin et Dominique à Ponce. Je l'attendais parce j'avais un problème électrique dans un des appartements. Et comme il était électricien, je l'attendais pour qu'il me donne un conseil. Et puis quand il est arrivé, je l'ai vu, je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que tu peux venir me regarder cette panne? Et là, il m'a dit, j'ai autre chose à faire, ma mère et mon beau-père sont morts. Alors, comme ils avaient changé de camping-car, moi, de suite, j'ai pensé à un accident de la circulation. Donc, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est avec le camping-car, c'est en voiture, c'est avec quoi? Et c'est là qu'il m'a dit, il me dit, non, il a abattu ma mère de 3 balles dans la tête, dont une dans la gorge, et après, il s'est suicidé. Et lorsque l'adjudant-chef de la brigade de recherche de Cognac est venu faire une enquête de voisinage, je lui ai relaté les faits que Kevin m'avait lui-même relaté. Puis c'est là que, sans rien me dire, parce qu'ils ne disent jamais rien, heureusement, donc lorsqu'ils font des enquêtes, il m'a dit que ce que je venais de lui dire, c'était intéressant. Comment le jeune homme pouvait-il connaître ce détail des 3 balles dans la tête de sa mère, quelques heures seulement après la découverte du double crime? C'est la première question que posent les gendarmes à Kevin lorsqu'ils décident de le placer en garde à vue. À la fin de la garde à vue, après une nuit d'interrogatoire, au petit matin, il va faire des aveux. Dans ses aveux, Kevin Boutineau explique que durant l'après-midi du vendredi 20 mai, soit 4 jours avant la découverte du drame, il s'est disputé avec sa mère à qui il réclamait encore une fois de l'argent. Mais cette fois, non seulement elle n'a pas cédé, mais Jacques Joubert-Rip a fermement mis le jeune homme à la porte. Cette même nuit, vers 2h du matin, Kevin, ulcéré par l'incident de l'après-midi, retourne à Bouthier-Saint-Trojan. Durant 20 minutes, il reste immobile dans sa voiture, face à la maison, ressassant sa rancœur et préparant sa vengeance. Puis, il se dirige vers la maison, escalade le mur extérieur, brise le point d'ancrage d'une fenêtre coulissante de la cuisine et pénètre à l'intérieur.
il s'empare du fusil, entre dans la chambre, allume la lumière et tire tout de suite 3 coups de feu en direction du visage de sa mère. Jacques Joubert-Ripp a à peine le temps de se redresser dans le lit qu'il reçoit un violent coup de crosse, puis 2 premières balles qui le blessent grièvement sans le tuer. Kevin dit alors être reparti dans le salon pour s'emparer d'un nouveau chargeur avant de revenir dans la chambre pour achever le compagnon de sa mère, tombé à terre. Ces aveux vont être réitérés devant le juge d'instruction, puis devant un psychologue, et quelque temps après, il va revenir sur ses aveux en disant « j'ai subi des pressions, j'ai l'impression de m'être identifié à un personnage que les gendarmes ont quelque peu fait intégrer mon esprit et mon mental, mais en tout état de cause, ce n'est pas moi, je suis innocent. » Kevin Boutineau a pourtant fourni des détails que seul l'assassin aurait pu connaître. Des détails que l'enquête vient corroborer, sauf sur un point. Il n'a matériellement pas pu passer par-dessus le mur extérieur, comme il l'a raconté. Interrogé sur ses souvenirs de cette nuit tragique, Dominique Brémaud n'a pas été en mesure de fournir un alibi à son compagnon. Tout juste vient-elle confirmer à la barre qu'elle se rappelle l'avoir vu éveillé vers 3 ou 4 heures du matin. Comme j'ai dit, chez moi, mes escaliers grinçaient, déjà. Je l'aurais entendu partir. La porte a grincé, j'aurais entendu partir. La chienne, quand quelqu'un monte, quand il aurait revenu du crime, comme je dis, je l'aurais entendu, la chienne à gueule, à la bourre. Alors, non, moi j'ai qu'à commenter, c'est obligé. Ok, je vous dis à demain. Vous réfléchissez bien dans la nuit. Vous vous reposez bien. Je ne vais pas dormir. Essayez de dormir. Je vais dormir, c'est ça. C'est ce que le bruitier de ma femme m'avait passé tout à l'heure. D'accord, je donnerai. Ok. À demain. Le fait de revenir sur ses aveux sans d'ailleurs n'avoir aucune thèse de substitution, ce refus est absolument inexplicable puisqu'il dessert totalement l'accusé. Nous sommes dans le cadre d'un déni par incantation qui est absolument ridicule et qui n'est étayé par rien du tout. La journée s'achève sur des questions sans réponse et sur un sentiment de malaise. Quand Kevin Boutineau dit-il la vérité ? Quand il reconnaît le double crime, même si ses aveux contiennent plusieurs imprécisions, ou quand il nie devant la cour d'assises, obstinément, mais sans apporter d'explication rationnelle à son attitude. Faute de certitude matérielle sur le déroulement du double crime, la Cour et le jury espèrent que cette journée d'audience leur permettra de découvrir si Kevin Boutineau avait un mobile pour commettre les faits qui lui sont reprochés. Cette deuxième journée d'audience sera en effet consacrée à la vie et à la personnalité de l'accusé. Une personnalité marquée par l'absence du père. Devant la Cour, l'accusé refuse de se souvenir de ce père qu'il a rejeté. En gros, c'était quelqu'un de manipulateur, violent, très malsain. Et ça a vraiment dérapé à l'âge, moi j'avais 12 ans. Il trompait ma mère régulièrement. Et on a subi des scènes de violence, de harcèlement. Comment qualifier c'était un monstre. De toute évidence, un enfant dont le père disparaît alors qu'il a 16 mois est exposé à. Cependant, c'est pas si simple. Ce qui m'a le plus frappé chez lui, c'est non seulement la dite disparition du père et les dites conditions dans lesquelles ce père a disparu, que moi je ne connais qu'à travers ses dires, mais c'est surtout
la virulence de l'image paternelle qui est en lui, complètement détruite, complètement décatie, n'ayant aucun facteur permettant de soutenir une identification, un lien affectif. C'est quelque chose qui a constitué une confrontation dans un face-à-face permanent et complètement collé à l'image maternelle. C'est là, je crois, que se situe un grave problème dans l'histoire affective de ce sujet. Les premiers dérapages surviennent à l'adolescence. Échec scolaire, cannabis et rébellion systématique contre toute forme d'autorité. Il a commencé à traîner peut-être avec des gens plus ou moins fréquentables, et de là il a commencé à fumer un peu, fumer du hashish, etc. Et là il est devenu beaucoup moins fréquentable, je crois, à ce moment-là. Au début des années 2000, Claudette Descombes part vivre à Boutier-Saint-Trojan avec Jacques Joubert-Ripp. Kevin se retrouve seul dans la maison de Ponce. Il passe ses journées à traîner dans les rues ou devant les jeux vidéo, se couchant au milieu de la nuit pour se relever vers midi. Il se refuse à chercher du travail, vivotant de l'assistance sociale et de l'aide permanente de sa mère. Ces fréquentes crises de rage terrorisent les voisins qui voient la maison où Kevin élève des rats devenir un squat. Quand Kevin a connu Dominique et quand Kevin a emménagé dans l'appartement de Dominique, maman était contente qu'il parte de la maison parce qu'elle ne savait pas comment faire pour le faire partir de cette maison qu'il a détériorée au maximum. Mais moi je lui disais à maman, putain tant mieux, tu as récupéré ta maison, vends-la. Et elle était contente. Donc là, elle a décidé de vendre la maison, c'est ce qui était logique. Donc là, il a fallu qu'il se mette à chercher un appartement avec sa copine. Donc là j'ai dit, ça va rentrer dans le rang, quoi. L'appartement, les charges qui vont avec, acheter à manger, la vie normale d'une personne normale. Là, ça va faire un effet moteur, quoi. Il va commencer à pédaler et puis après, il va comprendre le truc, quoi. Il a eu sa gamine, donc bon, j'ai dit, c'est bon, quoi. Même quand j'étais enceinte, c'est lui qui faisait à manger, c'est lui qui faisait les courses, c'est lui qui faisait la machine à laver, c'est lui qui faisait tout. Quand j'étais enceinte, j'étais très malade pour la grossesse, c'est lui qui faisait tout, de A à Z. Ah bah il est très gentil, ça c'est clair, il est très gentil. Il a le cœur ouvert, ça c'est clair. Il est super gentil, j'ai rien à dire sur ça. Il est, bon, violent, oui et non. C'est pas qu'il est violent, parce que moi il m'a jamais tapé dessus. Mais fallait pas insulter quelqu'un. Si quelqu'un insultait sa mère, là il serait méchant. Si quelqu'un m'aurait tapé dessus ou quoi, là il serait méchant. Là si on tape sur sa fille, là il dirait quelque chose aussi. Face à la cour d'assises, Kevin Boutineau pleure la disparition de cette mère qu'il dit avoir aimée plus que tout. La cour et les jurés vont maintenant essayer, grâce aux auditions des proches de la famille, de comprendre la vraie nature de cette relation mère-fils. Et ça, c'est ma belle-mère. Voilà. Elle est belle comme femme, hein. Ah, c'était une femme bien, Kevin, comme c'est le chouchou de la famille, c'est le chouchou de sa mère, hein. Pire, c'est le chouchou, hein. Qu'est-ce qu'il voulait, il l'avait. Moi, qu'est-ce que je voulais. Mais elle était toujours là pour nous. Un jour, pendant qu'on faisait les travaux à Pont, c'était le premier jour ou le deuxième jour, on était en train de manger avec Madame Descombes, tous les deux, et Kevin est arrivé pour lui demander de l'argent pour sa voiture, une nouvelle fois pour ses réparations. Et Madame Descombes, peut-être qu'elle en a profité du fait que j'étais avec elle, a dit non, tu te débrouilles tout seul, quoi. Et là, Kevin est entré en colère, subitement, comme ça, et il l'a injurié. C'était très très violent, ça n'a pas duré longtemps, mais c'était très très violent. Il est parti en claquant les portes, en tapant dans les portes. Et Madame Descombes, forcément, s'est mise à pleurer. Kevin est revenu 10 minutes après, en s'excusant. Je m'excuse, maman, je suis désolé, je voulais pas dire ça. Finalement, Madame Descombes a pris sa carte bancaire, a été à la banque, retiré de l'argent pour Kevin. Il s'engueulait des fois avec sa mère, mais c'était rare, hein, déjà. Parce que bon, ma belle-mère voulait que Kevin trouve un travail. Pour moi, c'est pas engueuler. Sa belle-mère disait souvent à Kevin, oui, il faut que tu te débrouilles un peu. Il
Faut que tu te débrouilles un peu tout seul, mais bon, pour moi, c'est pas engueuler. Hein. Au fil du temps, ça a été de plus en plus flagrant et amplifié. Et là, après, on pouvait parler de raquette. Tout lui était dû. Il y avait à la fois une situation de dépendance totale, quasiment fusionnelle. C'est-à-dire que non seulement il voulait tout de sa mère, mais je dirais que tout ce qu'il voulait devait venir de sa mère. Ça va au-delà. Hein. Il ne demandait pas seulement à sa mère de lui fournir tout, mais tout ce dont lui voulait avoir envie, il fallait que ça vienne de sa mère. Rien ne pouvait arrêter la production permanente d'amour, d'intérêt de sa mère vis-à-vis de lui. Une forme de tyrannie affective et émotionnelle tout à fait singulière. On lui a dit plusieurs fois, moi-même je lui ai dit à Madame Descombes, il faut plus faire ça, il faut le laisser se débrouiller, c'est un grand garçon. Mais non, il n'y avait rien à faire. D'une façon ou d'une autre, elle cédait quand même. Après ces témoignages entendus à la barre, les jurés jettent un nouveau regard dépourvu d'aménité sur l'accusé tassé dans son box et pleurant sur son sort. Le malfaisant. C'est un brouillard. Ah oui. Le malfaisant. En cette dernière partie de la deuxième journée, la cour d'assises va examiner les dernières semaines de la vie des deux victimes et tenter de cerner s'il existe le mobile qui aurait pu pousser Kevin Boutineau à tuer sa mère. En 1999, Claudette Descombes fait la connaissance de Jacques Joubert-Ripp, un personnage haut en couleur qui réussit rapidement à gagner l'estime des enfants de Claudette, du moins celle des 4 aînés. Maman, à travers de Jacques, j'ai découvert une femme épanouie. C'était devenu une femme. Le bonheur de Claudette aurait été parfait, sans le comportement tyrannique de Kevin, auquel elle ne sait pas dire non. La situation exaspère Jacques Joubert-Ripp. Bon, Jacques, c'est vrai, bon, c'est pas qu'il en avait marre, mais c'est comme il a dit, il faudrait que Kevin se débrouille un peu. Bon, qu'on se débrouille un peu. Parce que, c'est vrai qu'elle nous donnait souvent de l'argent. Je lui ai dit, arrête ça, maman. Je veux pas que Jacques te largue, j'ai pas envie de te ramasser la petite cuillère. Pensez à vous, pense à toi, fais attention. Et moi, je m'inquiétais sérieusement à l'époque. Je m'inquiétais énormément. Je les voyais, ils étaient devenus tristes, quand même, tous les deux. À cause de Kevin. Ouais. Et quand j'ai dit ça à ma mère, ça, son visage, je m'en rappellerai toute ma vie. J'ai vu beaucoup de souffrance dans son visage. Souffrance parce qu'elle savait qu'elle était quand même consciente de la situation. Consciente, et je crois qu'elle ne savait plus comment faire pour s'en sortir. Elle ne savait plus. Claudette et Jacques projetaient de se marier, de vendre leurs maisons respectives et de quitter la région. Kevin aurait alors tout perdu. Ce sont ces éléments qui, avant même l'arrestation de Kevin, ont aiguillé les soupçons des enfants Boutineau vers leur frère. Nécessairement, il y a eu un moment avant cette nuit fatidique, un moment où sa mère et peut-être son compagnon lui ont dit « c'est fini. C'est fini, nous on ne t'épaule plus, on s'en va, on te laisse à ton sort, c'est terminé. » Et là, il a perdu toute raison, à la fois pour des raisons matérielles, bassement matérielles, mais aussi, je pense, très profondément pour des raisons psychologiques, on devrait dire même psychiatriques, cette idée d'abandon total qu'il n'a pas pu accepter. Il n'a pas pu accepter que notre homme lui vole celui des deux parents qui lui restaient, sa mère. Bien évidemment, c'est à travers ces rapports tout à fait fusionnels et particuliers que l'accusation essaie de construire le mobile du double homicide. Donc voilà, c'est le cœur en fait du dossier. Mais c'est aussi, d'un autre côté,
un solide fondement pour la défense, car comment peut-on imaginer que l'accusé ait pu supprimer une mère qu'il adorait, et qui plus est l'aidait sans cesse, et finissait toujours par l'aider malgré l'opposition de son compagnon. Cette deuxième journée d'audience n'a pas été favorable pour la défense de l'accusé. Après l'épisode des aveux péniblement rétractés de la première journée, le portrait psychologique qu'ont dressé de l'accusé les témoins a eu un effet ravageur sur les jurés. Demain, ils devront prononcer leur verdict. Cette troisième et dernière journée d'audience sera décisive. C'est la dernière occasion pour Kevin Boutineau soit de prouver son innocence en abandonnant ses silences et ses réponses approximatives, soit de reconnaître les faits qui lui sont reprochés. La cour d'assises va lui offrir une première opportunité à l'occasion du témoignage de sa sœur, Béatrice, celle qui fut aussi sa seconde mère, qui l'a élevé et protégé, comme s'il était l'un de ses propres enfants. Ce qui me soulagerait, moi, c'est que Kevin me dise « Oui, c'est moi, je l'ai fait. » Voilà, et qu'il assume, et même à la limite qu'il nous dise « Pardon, excusez-moi, ça ne les fera pas revenir. Hein. » Mais le voir, l'attitude qu'il a là, et mentir comme ça, c'est inacceptable et c'est encore plus douloureux pour nous. Mais je sais très bien. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et vous pouvez ponctuellement vous adresser à lui en lui disant, dis donc, alors, enfin non. Je voudrais partir de son enfance quand même, expliquer que c'était, même si mon père en a pas soyez voulu. complète, soyez longue. Dites tout ce que vous avez à dire. Prenez votre temps. Oui, tout le monde. Prenez votre temps. Dites tout ce que vous avez à dire. Qu'il était avec vous qu'il était avec vous au café. Il était avec vous au café de Pont. Insistez là-dessus, insistez sur le fait que vous avez coopéré avec les enquêteurs. Il est venu avec nous choisir le cercueil de maman. Hein. Oui, ça vous pouvez. Et il nous a Il faut y aller. Le temps ne dure pas. Le face-à-face entre frères et sœurs va durer de longues minutes, dans un silence de cathédrale. « Je te demande d'assumer, de dire la vérité », lui demande Béatrice avec émotion et pudeur. « Nous avons tous besoin d'entendre cette vérité. Fais-le pour toi, fais-le pour nous. » Réponse de Kevin entre deux sanglots. « Je te jure que ce n'est pas moi. » C'est vrai qu'on a vécu un moment très fort. L'interpellation par sa sœur Béatrice, qui l'a exhorté de reconnaître les faits, d'avouer, qui l'a exhorté d'avouer. C'était un moment fort, poignant. Et c'est aussi un moment où mon client, Kevin, a crié avec ses mots son innocence, sommé en quelque sorte de reconnaître les faits. Eh bien, il lui a dit en pleurant, de façon lui aussi très poignante, et en jurant sur ce qu'il avait de plus cher, qu'il n'avait pas commis les faits qui lui sont reprochés. Un second moment de vérité lui est donné par le président de la Cour, par une série de questions précises et incisives. Mais rien n'y fait. Kevin Boutineau reste muré dans ses dénégations incantatoires. Ça s'arrête parce que là je vais vraiment comme cul. Je sais pas, c'est un cirque, c'est un théâtre, c'est tout ce qu'on a vu. Il faut arrêter, franchement arrêter de se foutre de la gueule du monde, quoi. C'est normal que le président essaie de comprendre et de savoir. Ouais, mais bon, mon frère Frédéric qui... non, je t'ai pas donné ce détail-là. Donc arrêtez, putain, la confrontation, ça a été vu, après ils reviennent sur leur truc, arrivent au jugement. C'est quoi cette espèce de manège, là? C'est vrai que votre famille a une haine, Ouais, je les comprends, c'est normal, mais bon, ils se mettent à ma place aussi. J'ai fait 48 heures de garde à vue, j'en ai mangé dans tous les sens, quoi. J'ai beau leur dire la vérité, j'ai culpabilisé, je me suis rendu coupable de ce que j'ai pas fait, mais voilà, quoi. C'est aberrant, c'est aberrant. Et Léa, te fais un gros bisou. Ça a pleuré hier soir, et dehors, t'as des photos ce genre.
Me tiens le coup. Il est très blanc, il est blanc. Hein. J'espère qu'il va pas craquer parce que comme j'ai fait, faut qu'il se bat pour. Faut qu'il se bat, c'est tout. Hein. Et maintenant, je sais plus quoi. Là, comme j'ai dit, je sais plus quoi faire parce que ils sont tous après Kevin, non? Là, il va prendre entre 20 et 30 ans pour rien. Et ça, je suis persuadée. Hein. Parce que juste avoir la tête des jurés, ça c'est clair et net. Le procès touche à sa fin. La parole est aux avocats des parties civiles et à l'avocat général pour ses réquisitions. Le sens de ma plaidoirie, ça a été de dire que pour moi, il n'y avait aucun doute. Kevin est coupable. Il est coupable non seulement de meurtre, mais d'assassinat. Et qu'il doit donc être puni, et d'autant plus sévèrement que, contre toute vraisemblance, il a nié, continue de nier, ce qui est, encore une fois de plus, l'évidence. Contre Kevin Boutineau, qui selon lui ne mérite aucune compassion, l'avocat général Jean-Pierre Beau demande une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Face au rouleau compresseur des parties civiles et de l'accusation, la tâche de la défense est ardue. Jean Moulineau tente de remonter la pente en plaidant le doute raisonnable. Pour moi, oui, il y a un doute. Parce qu'il n'y a que les aveux. Et on ne sait pas véritablement de quelle façon ils ont été recueillis. Alors après, il les a réitérés, certes, mais on l'a vu dans d'autres affaires, où il y a eu ce phénomène d'identification, où les gens sont entrés dans la peau du tueur, de l'agresseur, etc. Et on ne peut pas, sur ces bases-là, au XXIe siècle, avec les méthodes scientifiques qui sont à la disposition des enquêteurs, baser une décision de culpabilité et envoyer quelqu'un en réclusion criminelle à perpétuité sur la base d'aveux passés dans un commissariat au petit matin à 6 heures. Voilà. Après une nuit sans dormir, dépression, etc. C'est pas possible. Je crois. Comment on reste en face là? Pas très loin. Délibéré, ça peut durer 3 heures, 4 heures. Ah oui, on sait pas. Mais là, revenez d'ici 1 heure, 1 heure et demie. Oui, on va tous rester ensemble à la terrasse en face là. Oui, d'accord. C'est mieux. Oui, puis quand on voit que ça bouge, on vous fait signe. Oui, oui, oui. Réunis dans la chambre des délibérations, les 3 magistrats et les 9 jurés, 5 femmes et 7 hommes, entament leur débat. Ils doivent répondre à une série de questions portant sur la culpabilité de l'accusé et sur la préméditation. Pour cela, ils doivent estimer les éléments à charge et les moyens de défense afin de se forger une intime conviction. Allez, l'heure de vérité. D'accord, ok. Le délibéré a duré un peu plus de 2 heures. L'audience reprend. Voici les réponses apportées par la Cour et le jury aux questions posées. L'accusé Boutineau Bernard dit Kevin est-il coupable d'avoir amené volontairement la mort à Claudette Decombre? Réponse oui, à la majorité de 8 voix au moins. Le meurtre ci-dessus spécifié a-t-il été commis avec préméditation? Réponse oui, à la majorité de 8 voix au moins. Question 4. L'accusé Boutineau Bernard dit Kevin est-il coupable d'avoir amené volontairement la mort à Jacques Joubert-Rip? Réponse oui, à la majorité de 8 voix au moins. Question 5. Le meurtre spécifié à question numéro 4 a-t-il été commis avec préméditation? Réponse oui, à la majorité de 8 voix au moins. Monsieur Boutineau Bernard ou Kevin, levez-vous s'il vous plaît. En conséquence, sans désemparer, la Cour et le jury, après en avoir délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale, condamnent à la majorité absolue l'accusé Boutineau Bernard dit Kevin à la peine de 30 années de réclusion criminelle. Vous avez la possibilité de vous pourvoir en appel contre cette décision dans un délai de 10 jours. Passé ce délai, vous n'y serez plus recevable.
la cour d'assises de la Charente a condamné Kevin Boutineau à 30 années de réclusion criminelle. L'accusé n'ayant pas fait appel de la décision rendue, le verdict est devenu définitif.